Candidat sur la liste, Lourdes, un nouveau souffle, conduite par Gérald Capel, Bruno Gabellieri porte un engagement façonné par une trajectoire professionnelle dense, un attachement profond à la ville et une vision exigeante de l'action publique. Rencontre avec un homme qui revendique à la fois l'expérience, la fidélité à Lourdes et l'envie de contribuer à son redressement. Bruno Gabellieri, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidat aux élections municipales sur la liste Lourdes, un nouveau souffle. Alors, votre engagement, il tient à quoi? Alors, il tient à mon amour pour la ville de Lourdes, très clairement. J'étais partant avec une précédente liste qui s'est effondrée. J'étais pas partant avec la seconde parce que je ne croyais pas bien au projet qui m'était développé par le chef de file qui était pressenti. Et j'ai été finalement conduit à rencontrer Gérald Capel, qui m'a séduit par sa sincérité, par son amour de la ville, égal au mien. Et je pense qu'avec lui, effectivement, puisqu'il est plus natif de la région que moi-même je le suis, nous pourrons effectivement convaincre les Lourdais de cet amour pour Lourdes que nous avons et que nous voulons partager avec tous ceux qui nous feront confiance. Vous avez un parcours professionnel particulièrement dense, en France comme à l'international. Quels sont les 3 moments qui ont le plus façonné votre vision de l'action publique? Alors je dirais que c'est essentiellement pour mon orientation professionnelle un service militaire où je me suis cassé la cheville en faisant les EOR à Côte-Quidan. J'en ai été meurtri. J'ai fait un service militaire ensuite dans les commandos, 15-2 à Colmar. Et là, j'ai découvert le droit sur les étagères d'un de mes camarades de Chambray qui m'a dit à ce moment-là, écoute, il faut que tu ailles faire des études de droit, c'est ça qui te passionne, c'est ça qui t'intéresse. Et là, j'ai commencé l'action publique, je dirais, en étant engagé dans un mouvement étudiant qui, à l'origine, a trouvé son développement dans une grève qui avait secoué les universités françaises en 1976. J'ai pris la tête de la révolte contre la grève. J'étais pas du tout engagé politiquement, bien sûr. J'ai effectivement réussi à remettre ma faculté de droit et de sciences économiques au travail. La négociation de la validation des examens, malgré les 3 mois de grève, a pu se faire grâce à moi, avec le ministre de l'époque, Madame Alice Saunier-Seïté. Et donc, à partir de là, le maire de Nice de l'époque est venu me trouver pour me dire il faut venir rejoindre la municipalité. J'ai considéré que ce n'était pas le moment, que j'avais autre chose à réaliser avant. Mais mon camarade Christian Estrosi, qui était un camarade de classe, lui, il a accepté, il est parti et aujourd'hui, on sait ce qu'il est devenu. Donc l'action publique, pour moi, c'est une chose qui est restée inscrite dans mon cœur. J'ai été élu syndical dans mon travail à la Caisse des cadres du bâtiment et travaux publics, alors que j'étais jeune cadre débutant. Élu syndical CFE-CGC pour répondre en fait à la demande de mon directeur général qui n'avait que des syndicats, je dirais, révolutionnaires en face de lui, qui voulait un syndicat réformiste. Donc j'ai joué ce rôle assez efficacement, je dois le dire. Et dans ma carrière professionnelle ensuite, je me suis retrouvé à travailler au plus haut niveau avec les maires des villes dans lesquelles j'étais engagé professionnellement. Je veux parler d'abord de la ville de Blois, avec le maire actuel, Marc Gricourt, avec lequel je me suis parfaitement entendu. Il est socialiste, je ne suis pas socialiste, mais je peux témoigner de ce qu'on peut travailler avec des hommes et des femmes de bonne volonté, quelle que soit leur étiquette ou leur origine. J'ai aussi travaillé, bien évidemment, avec la ville de Paris, j'ai travaillé avec la ville de Montpellier, j'ai travaillé avec la ville de Bordeaux, la ville de Toulouse. Et dans ma carrière professionnelle, j'ai construit essentiellement pendant les 10 premières années des maisons de retraite, des hôpitaux gériatriques, des établissements pour handicapés dans toute la France. Et là, j'étais chargé des négociations avec les villes et les départements, donc j'ai une habitude certaine de la négociation au plus haut niveau dans les départements et les territoires à un niveau, je dirais, politique. Comment votre expérience dans les réseaux européens peut-elle être utile à une ville comme Lourdes? Alors, comme vous avez compris, je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup et qui rêve toujours d'une activité débordante. Très vite, dans mes activités professionnelles, je me suis mis au service des fédérations dans lesquelles nos
groupes étaient inscrits, la GIRC, l'ARCO, le Centre technique des institutions de prévoyance, la Fédération nationale de la mutualité française. Et les institutions paritaires, lorsque j'ai porté à Bruxelles le dossier de levée d'exclusion des directives assurance pour les institutions de prévoyance, les partenaires sociaux français m'ont dit il faut trouver à rassembler la famille paritaire européenne. J'ai donc été à l'origine de la création d'une fédération, l'Association européenne des institutions de protection sociale paritaire. J'ai quitté mon poste bénévole de secrétaire général à Bruxelles pendant 25 ans, il y a à peine 5 ans. Et ce réseau européen fédère dans toute l'Europe les structures paritaires. Alors les structures paritaires françaises, c'est la GIRC, l'ARCO et le CETIP, qui est devenue une fédération il n'y a pas plus tard que 2 jours. J'étais à Paris invité, je dirais, un peu exceptionnel pour cet événement, puisque cette fédération reprend exactement le même titre que celui que j'avais choisi pour l'Association européenne des institutions de protection sociale paritaire. Nous avons réussi à réunir dans une même association les Finlandais, les Espagnols, les Italiens, les Irlandais, les Anglais, les Allemands, les Néerlandais, les Autrichiens, jusqu'à l'Europe de l'Est qui s'est, je dirais, ouverte dans le mandat que j'ai exercé. Et je peux dire que j'ai déjà fait venir ici à Lourdes, en voyage touristique ou en pèlerinage, mon président, par exemple, finlandais, qui avait un oncle évêque luthérien, et qui lui-même de confession luthérienne, n'a pas refusé de venir à la grotte, n'a pas refusé de faire la procession au flambeau, n'a pas refusé de participer à la messe internationale, à ma plus grande surprise, à ma plus grande joie, parce que quand on aime Lourdes, on aime tout Lourdes, c'est-à-dire le sanctuaire, c'est-à-dire la citadelle, le château, son histoire, son paysage, ses montagnes. J'ai fait beaucoup de montagnes avec mes amis européens, allemands, suisses, italiens. Et aujourd'hui, mon rêve, c'est de faire revenir tous ces Européens que j'ai fait déjà venir, en faire venir d'autres, parce que tous ceux qui savent que je suis résident à Lourdes ont entendu parler de Lourdes. Pour ceux qui sont déjà venus, ils ont envie de revenir. Et pour ceux qui n'y sont jamais venus, ils se disent « Mais qu'est-ce qui a attiré Bruno à Lourdes pour y faire sa résidence de retraite, alors qu'il aurait pu rester à Bruxelles, à Paris, et mener une vie peut-être plus tranquille ». Quand vous regardez Lourdes aujourd'hui, quel est selon vous le principal défi à relever en priorité? Alors le principal défi, c'est la chute de la ville. La chute de la ville au plan numérique, la population a diminué. La chute de la ville au plan économique, on voit bien que l'industrie, que les commerces, tout ça est en souffrance. On voit bien aussi que l'état même de la ville, c'est une conséquence probablement de ses finances, n'est pas au niveau d'une ville internationale que l'on souhaiterait rayonnante, que l'on souhaiterait attirante. Ce qui attire les touristes et les pèlerins, c'est le nom de Lourdes, c'est ce que ça représente, c'est le sanctuaire, c'est la grotte. Et c'est pas du tout, malheureusement, les infrastructures qui sont à la traîne, l'appareil hôtelier qui, pour une part, est dans un piteux état. Tout ceci mérite d'être complètement revisité, restauré, réveillé. Et c'est ça qui me motive, parce que moi-même, en tant que chef d'entreprise, j'ai bien vu comment il fallait développer un outil économique. Quand j'ai commencé ma deuxième partie de carrière professionnelle au groupe Apri à Blois, je suis arrivé dans un groupe de 160 salariés. Je l'ai quitté lors d'une première fusion à 6000 salariés, donc vous voyez la création d'emplois que ça a représenté. Et j'ai fini ma carrière comme directeur des relations extérieures du groupe Malakoff Humanis avec près de 10 000 salariés. Cette aventure, si je puis dire, m'a marqué. Et je me suis dit, c'est une volonté de chef d'entreprise qui peut réaliser des miracles. Et les miracles à Lourdes, c'est, je dirais, presque naturel. Donc, je dirais que si on met les énergies collectives au service de la ville, et c'est ça le sens de la liste de Gérald Capel, qui a réussi à fédérer des énergies autour d'un projet collectif qu'il porte, eh bien, je dirais qu'avec tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui, autour de lui, on a les complémentarités utiles et nécessaires pour réussir à faire que la ville de Lourdes redevienne la grande ville qu'elle a été dans l'imaginaire collectif, l'imaginaire sportif avec le FC Lourdes, mais aussi l'imaginaire
je dirais, touristique, avec la destination que c'était, du temps, je dirais, des infrastructures qui ont fait sa réputation. Moi, j'ai connu les affiches à Paris du téléphérique du Béhout, du téléphérique du Puy-Best. Alors, on peut rêver, bien sûr, de refaire cela, mais cela se fera jamais au détriment des Lourdais. Il faut que les Lourdais sachent que la priorité des priorités de notre nouveau souffle, c'est d'abord de restaurer la paix, la tranquillité, la propreté dans la ville. C'est le quotidien des Lourdais qui nous préoccupe d'abord. On va mettre toute notre énergie là-dedans. Ensuite, nous nous porterons sur l'attraction de ceux qui ont les finances pour pouvoir investir dans une ville qui est porteuse d'avenir. Et c'est là que l'on pourra effectivement développer des projets, je dirais, qui peuvent faire rêver, pas seulement les Lourdais, mais tous les touristes et tous ceux qui viendront à Lourdes. Avez-vous déjà identifié des opportunités concrètes pour Lourdes grâce à votre expérience internationale? Bien sûr. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'ensemble des fonds de pension européens, qui représentent des centaines de milliards d'euros, je pense aux fonds de pension néerlandais qui sont obligés d'investir, notamment en France. Je les ai accompagnés, par exemple, à Montpellier, dans des projets immobiliers considérables. Je les ai accompagnés en Espagne dans des projets immobiliers considérables. Si on regarde le parc hôtelier de Lourdes, à part quelques grands hôtels qui ont été bien gérés et qui ont fait les investissements nécessaires pour être à la hauteur de, je dirais, la clientèle qui vient à Lourdes, je dirais qu'il y a tout un parc hôtelier à rénover. Je suis certain que des investisseurs intelligemment orientés vers notre ville peuvent avoir un intérêt à investir là. Je suis certain qu'autour de Lourdes, il y a moyen de faire venir également des investisseurs parce que le pays des Gaves est un magnifique pays. Et puis l'agglomération de Tarbes-Lourdes, il ne faut pas oublier que nous avons une force inouïe, c'est l'aéroport international de Tarbes-Lourdes. Moi, j'ai des amis qui viennent de Rome, qui viennent de Milan, qui viennent de Czestochowa parce que c'est la plaque tournante, je dirais, de cette partie d'Europe, sans problème à Lourdes, des Irlandais. Et donc, si demain l'attractivité de la ville le commande, il y aura d'autres lignes qui pourront être ouvertes et je pense que effectivement les Européens vont venir s'intéresser à Lourdes. Quels sont les projets prioritaires que vous aimeriez porter dès le début du mandat? Alors là, c'est plutôt à Gérald Capel de répondre, puisqu'on est en train de faire la synthèse justement pour écrire notre projet des sujets prioritaires. C'est un peu prématuré pour moi de répondre sur ce sujet. Je dirais que la première des priorités, il l'a dit d'ailleurs, hein, c'est qu'on mettrait sur pied une brigade pour aller, je dirais, au secours des quartiers qui sont en difficulté aujourd'hui au plan de la voirie. Alors, tout le monde a remarqué la frénétique opération de repeinture des passages piétonniers, mais il faut aller bien au-delà. Il faut réparer les nids de poules, il faut réparer la voirie endommagée. Moi, je suis honteux quand je vais accueillir un invité à la gare de Lourdes de prendre les 2 rues qui mènent à la gare. On se demande si on n'est pas dans un pays sous-développé. C'est pas possible pour une ville comme Lourdes. C'est impensable. J'ai reçu l'autre jour le président de l'Office chrétien des handicapés, puisqu'il venait à Lourdes. Quand je lui ai fait prendre la route pour aller vers le centre-ville, il a été obligé de me dire « Mais comment se fait-il que la route est dans cet état-là » Et j'ai été obligé de lui dire « Ben oui, c'est malheureusement l'état de la ville aujourd'hui. » Quels sont les leviers pour revitaliser les quartiers que vous évoquiez, qu'on pourrait évoquer, soutenir comment soutenir aussi les commerçants et améliorer la qualité de vie dans cette ville? Alors, je pense que la première des choses, c'est d'aller à l'écoute de tous ceux qui sont en souffrance. Je pense qu'on les écoute insuffisamment aujourd'hui. Il faut réunir dans les quartiers, je dirais, des comités de quartier vivants qui, comme je l'ai vu moi dans d'autres villes que j'ai bien connues, ont été activés et ont été les interlocuteurs d'une municipalité qui voulait servir ses concitoyens. Je pense que sur la voirie, c'est indispensable. C'est tous les habitants qui savent de quoi ils souffrent. C'est pas,
je dirais, une municipalité qui resterait dans sa municipalité. Je pense que c'est la première priorité. La deuxième priorité pour les commerçants, il faut effectivement réfléchir à cette question de la circulation qui, pour moi, a été toujours un sujet d'étonnement. À l'heure du GPS, quand je regarde les touristes qui viennent à Lourdes, ils sont perdus. Parce que le GPS ne peut pas prendre en compte le sens unique du boulevard de la Grotte, de la rue de la Grotte. Je ne parle pas même du temps où c'était alternatif. Une aberration au plan, je dirais, de l'orientation des touristes, mais que j'ai pu comprendre en discutant avec certains commerçants qui m'ont expliqué qu'effectivement, suivant le sens de circulation, le commerce marche plus ou moins bien. Alors ça, il faut en tenir compte, évidemment. Il faut l'analyser, il faut l'étudier, il faut faire des statistiques, et puis ensuite, il faut se mettre autour d'une table pour discuter ensemble de la meilleure solution. On ne peut pas imposer quelque chose de Sirius. Il faut absolument dialoguer, et c'est, je crois, la clé de tout, dans tout travail politique. Le dialogue, oui, mais pas la controverse ou le climat délétère qui est certainement perçu par moment. Oui, oui. Alors aujourd'hui, moi, je suis effectivement extraordinairement surpris de la violence de la campagne dans les réseaux sociaux, dans les agressions en tout genre. Moi-même, j'ai été victime d'une agression verbale inattendue. Je l'ai prise en riant. Ça aurait pu mal tourner. Les propriétaires de l'établissement dans lequel ça s'est passé sont intervenus, je dirais, gentiment, ont compris qu'il fallait calmer le jeu. Mais ça s'est pas mal terminé. Mais je me dis, c'est quand même anormal que dans une campagne municipale, on en arrive à ces violences-là. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on est en souffrance. Ça veut dire que le climat n'est pas sain. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut arriver à redresser dans cette vie.